Le rapport sur le développement durable est intéressant par la transversalité des sujets, parce qu'on voit que finalement tout est lié. Il est intéressant aussi par le nombre et par la diversité des champs d'action possibles. Le coup de massue que nous avons eu cet été entre la canicule et la sécheresse peut nous faire dire qu'il n'y a plus de doute sur la réalité du changement climatique. Il faut agir effectivement plus vite et plus fort, comme vous l'avez signalé. Donc pour cela, c'est utiliser tous les leviers possibles, à la fois pour préserver, pour réparer ce qui peut l'être, et aussi pour nous adapter. L'objectif finalement, c'est d'être à la hauteur de l'urgence et de la gravité de la situation climatique, ainsi que de ses impacts sanitaires sur la biodiversité et sur la ressource en eau. S'adapter et diminuer les causes, je pense notamment à l'utilisation sans limite des ressources et sans partage des richesses. Pour nous, la priorité, en fait, c'est d'agir pour les plus fragiles. Ce qui est bon pour eux, c'est bon pour tous. Alors, les plus fragiles, c'est à la fois les personnes qui sont au bout de la vie, donc les plus petits, les plus âgés, mais c'est aussi les personnes en situation de handicap, ce sont aussi les personnes malades, les personnes en précarité, les personnes isolées, et je redis encore que ce qui est bon pour les plus fragiles est bon pour chacun d'entre nous. Donc nous avons un certain nombre de propositions, de leviers en fait pour agir encore plus vite, encore plus fort, et que nous souhaitons vous partager. Donc priorité aux plus fragiles, notamment aux enfants, notamment dans une ville qui est labellisée Ville Amie des Enfants, ça nous a semblé particulièrement pertinent. Donc nous reproposons le plan d'investissement massif dans l'isolation thermique des écoles. Alors effectivement, ce qui a été présenté par Mme Fortin montre toute la pertinence de ces actions, puisque à la fois ça augmente le confort climatique des enfants dans les écoles, mais aussi des personnes qui y travaillent. Ça améliore aussi le gain énergétique, mais aussi c'est bon pour les finances de la ville. Donc on voit comme tout cela est positif et on souhaiterait qu'il y ait un investissement beaucoup plus important pour ces écoles. 30%, ça veut dire qu'il reste encore 70%. Petit. Nous reproposons aussi le plan de végétalisation des cours d'école dont vous aviez parlé, Mme Fortin, dans le précédent conseil municipal. Donc pour l'adaptation aux canicules, bon après on n'a rien trouvé de vraiment visible à ce sujet sur les orientations budgétaires, mais ça sera l'objet de la délibération suivante. Ensuite, un autre levier, c'est par rapport à la chaleur et la pollution. On sait que les vagues de chaleur accroissent la pollution de l'air, notamment parce que ça concentre la pollution et ensuite on a une stagnation de la pollution. Donc à ce sujet, on renouvelle une proposition que nous avions faite, qui était la proposition d'une rue école. Donc nous avons certaines écoles à Albi qui se prêteraient particulièrement à cette expérience, au moins tenter l'expérience pour voir ce que ça donne. Ensuite, autre levier, c'est le développement des modes de déplacement non polluants. Donc il y a au niveau de l'agglomération la mise en place du schéma cyclable. Par contre, on a du mal à savoir en fait où ça en est par rapport à Albi. Donc ce que nous proposons, c'est un nouveau critère d'évaluation pour que la population, comme tous les élus, puisse savoir où nous en sommes en fait de la partie albigeoise de ce schéma cyclable. Concernant la préservation des espaces déjà végétalisés et arborés,
Donc ça, c'est un point qui nous semble important parce que ces espaces apportent d'abord du rafraîchissement, puisqu'on dit qu'en fait un arbre est l'équivalent de 5 climatiseurs, à la fois par l'ombre, mais aussi par l'humidité qu'il apporte. Et la fraîcheur d'un arbre est beaucoup plus intéressante à tout point de vue qu'une fraîcheur technique, on va dire, ou technologique. Donc c'est aussi l'absorption du CO2, c'est aussi la préservation de la biodiversité riche, et riche parce qu'en fait elle est installée depuis longtemps. Pour nous c'est un point important, donc on revient effectivement sur ce jardin de la Madeleine et cette incompréhension qu'il y a. Alors je pense aussi entre la charte de l'arbre, donc où Albi, je cite, s'engage contractuellement dans la préservation de son patrimoine végétal, et puis effectivement cette coupe rase de tous ces arbres sur cette parcelle. Donc entre cette charte de l'arbre et entre la politique de préservation de la biodiversité dans laquelle la ville s'est engagée. Donc ça paraît pour beaucoup d'entre nous un grand décalage entre les déclarations et les actes qui sont en fait visibles par chacun d'entre nous dans la ville. Cette préservation des espaces déjà végétalisés et arborés nécessite selon nous une orientation ou une politique d'urbanisation orientée vers cet objectif. Donc pour ça, on a des outils, la ville a des outils. Je pense notamment à la préemption et l'achat. Je pense aussi au permis accordé, et ça nous en reparlerons tout à l'heure, avec une délibération tout à fait intéressante. Autre point par rapport aux familles, nous avons eu des retours sur des questions concernant le nombre d'ATSEM ainsi que le pool de remplaçants d'ATSEM. Donc, ainsi que sur le nombre d'animateurs et le budget dont les animateurs bénéficient par école. Une question aussi se pose, alors je sais que le budget pour les AVS dépend de l'État. Est-ce qu'une ville peut dégager un budget complémentaire? Parce que je sais qu'il y a des tensions sur ce sujet-là. Un autre levier qui est important, c'est le sport. Le sport qui est un modèle pour les jeunes. Donc on renouvelle notre proposition d'intégrer des critères de performance écologique pour les 31 clubs de la ville à contrat d'objectifs. Nous en avons très longuement débattu au dernier conseil municipal et nous n'avons pas senti d'opposition formelle, notamment de M. Franck. Donc nous avons espoir que notre proposition sera entendue. Ensuite, un autre levier, c'est la culture. Alors là, vouloir rendre la culture accessible alors que vous fermez la MJC restera quand même une marque indélébile de ce mandat. Pour nous, la culture est un levier puissant, à la fois pour prendre conscience des enjeux, de la réalité de la situation, en prendre conscience avec lucidité, mais en prendre conscience aussi avec, des outils, en tout cas une puissance de création, la puissance de l'imaginaire, la puissance d'autres supports que les supports simplement ou techniques ou simplement intellectuels. Ça passe aussi par le sensible et pour nous c'est vraiment un support qui est intéressant, c'est un levier qui est puissant, qui permet de se projeter à la fois dans un avenir différent, dans un avenir désirable. Et donc pour nous, c'est vraiment le levier qui est à utiliser de façon très large. Concernant les plus démunis, donc on est toujours dans les publics fragiles. Donc par rapport au restaurant social de l'entraide, alors juste une petite précision, c'est que en fait, contrairement à ce qui est écrit dans le rapport, le restaurant L'Entraide n'est ouvert que le matin et à midi, pas le soir. Donc du coup, nous proposons une réouverture en fait le soir
en fonction de l'évolution de la situation sociale sur la ville. Autre levier qui nous semble intéressant, c'est celui des jardins familiaux. Donc par rapport aux jardins familiaux, il y a assez peu de parcelles encore. Donc on a calculé que par exemple pour les familles de Cantepeau, c'est 0,02% des familles qui peuvent accéder à une parcelle. Donc nous proposons un développement de ces parcelles avec une politique d'urbanisme orientée dans ce sens. Par exemple, la préemption du jardin du Carmel ou le prêt de surface par Tarn-Habitat, comme ça se fait au quartier de La Panouse. Ensuite, pour tous, c'est le levier de la ressource en eau. Donc, les restrictions préfectorales et les fontaines ont montré qu'effectivement, plusieurs fontaines et jets d'eau sur la ville ont été éteints. Donc la proposition que nous faisons, c'est que par rapport aux fontaines et jets d'eau à circuit ouvert, nous proposons soit qu'elles soient rénovées, soit qu'ils soient carrément éteints. Nous pensons que la collectivité doit montrer l'exemple de la sobriété sur cette ressource aussi. Enfin, sur la participation citoyenne, donc pour nous, c'est un levier fondamental. Hors du budget participatif, c'est de l'information et de la consultation que vous faites. Donc information avec ces visites du CCAS, de la police, qui sont au demeurant fort intéressantes, mais à notre avis pas suffisantes. Et ensuite, par rapport à la consultation avec le Conseil consultatif albigeois. Donc pour nous, ça c'est le degré 1 sur l'échelle de la participation qui en compte 10. Donc ce que nous proposons, vous voyez que nous faisons quand même beaucoup de propositions sur ce rapport développement durable. Ce que nous proposons, c'est un conseil, des conseils de quartier avec un budget dédié. C'est-à-dire que les habitants en co-construction et en co-décision avec les élus et avec les services puissent effectivement porter des projets, réaliser des projets dans l'intérêt général et qui soient en relation avec cet impact du changement climatique pour eux et la réalité sociale de leur vie qui, dans certains quartiers ou même en centre-ville, sont difficiles. Donc ce que je souhaiterais dire en conclusion, c'est que nous sommes tous dans le même bateau. Le changement climatique nous impacte tous, les conséquences sur la santé, la biodiversité, les conséquences même sur l'activité économique, puisqu'on a vu cet été qu'avec les chaleurs très fortes, la canicule que nous avons, notamment les restaurants ont eu une activité fort diminuée sur les repas de midi. Donc on voit que ça a des conséquences réelles. Donc pour nous, nous sommes tous dans le même bateau et il est important de pouvoir agir de concert. Le développement durable pour une ville durable passe aussi et peut-être surtout par des relations durables, c'est-à-dire écoute et dialogue, partage d'informations, co-construction et co-décision. Ça passe aussi par des orientations budgétaires claires et fortes, mais ça c'est le sujet de la prochaine délibération. Je vous remercie. Oui, je vais vous dire 2 mots sur la participation. J'ai de la chance, vous m'avez mis 1, vous ne m'avez pas mis 0. Donc c'est déjà pas mal. Oui, en effet, au sein des CCA, il y a de l'information. Mais c'est très important pour les conseillers parce qu'ils nous le réclament. Et la semaine dernière, ils nous ont justement remercié de pouvoir leur envoyer des informations toutes les 3 semaines par mail, en plus des rencontres. Ils sont ravis d'avoir l'information sur les éléments importants. Et puis, si je prends une commission, la commission, puisque vous avez fait référence à la police nationale et à la réunion à la police municipale, derrière, il y a un projet. Il y aura aussi une réunion d'information au tribunal, mais le but est d'élaborer, et là, c'est les conseillers qui vont élaborer un dossier, un projet, un fascicule sur mieux vivre à Albi, sur la sécurité, voilà. Donc, il y a quand même un travail de co-construction qui est fait. Mais en effet, il y a une part importante d'information, mais qui est aussi à la demande des citoyens.
Et ensuite, sur votre deuxième point, je ne comprends pas très bien ce que vous voulez faire, un conseil, des conseils de quartier. On vous a dit que les conseils de quartier, on les avait arrêtés à la demande aussi d'un certain nombre de conseillers qui voulaient plus travailler sur des thématiques que sur le périmètre du quartier. Et en plus, ce que vous avancez, c'est en gros le budget participatif. Puisqu'en fait, la chance que l'on a, c'est de permettre à des habitants de pouvoir proposer un projet. Et ce ne sont pas les associations, c'est l'habitant lambda qui peut proposer un projet pour améliorer son cadre de vie. Et je sais que vous avez vu l'ensemble des projets qui ont été soumis au vote, puisque vous avez voté, vous avez vu qu'il y avait un certain nombre de projets qui étaient pour l'amélioration du cadre de vie de l'habitant qui habite dans le quartier lambda. Donc c'est le budget participatif et c'est un autre moyen et c'est différent, mais je pense que c'est aussi intéressant puisque l'habitant lambda peut proposer ce qu'il a envie et c'est pas un conseil, c'est lui qui décide et qui soumet, qui défend son projet après auprès des habitants et si ce projet est élu, il sera réalisé. Donc je ne vois pas l'intérêt de rajouter en plus le conseil des conseils de quartier, puisque les conseils de quartier c'est terminé, on est passé sur le conseil consultatif, ce qui n'empêche pas, on l'avait dit, de pouvoir revenir si nécessaire dans un quartier avec les conseillers consultatifs du quartier pour parler d'un projet qui se présenterait. Par rapport à ce qu'a dit Madame Pujol, une minute sur les conseils de quartier, ça ne s'oppose pas au budget participatif. Ce que nous pensons, c'est que ces lieux sont des lieux collectifs de prise de décision et de construction des projets, et c'est en ça qu'ils sont intéressants. Voilà, donc ce sont des lieux où des projets pourraient être élaborés collectivement par les habitants à l'échelle du quartier ou à une autre échelle. C'est ça l'enjeu. Ce n'est pas exactement cette méthode-là qui est retenue pour le budget participatif. Ça ne s'oppose pas, mais ce serait sans doute complémentaire. Voilà, c'est tout. Oui, en effet, ça peut être complémentaire, mais on ne peut pas tout simplement, je vais être très claire, tout mener de front. Pendant 12 ans, on a co-construit, on a fait les conseils de quartier, on a fait des centaines de projets à l'échelle des quartiers et en effet on a arrêté, on a demandé d'ailleurs ce qu'en pensaient les conseillers et très honnêtement on avait en tout cas dans certains quartiers j'oserais dire épuisé les projets possibles. C'est-à-dire que les habitants eux-mêmes n'avaient plus de projet à nous proposer. Donc, en effet, on a changé, parce que 13 ans c'est long, et je peux vous dire qu'avec 2 conseils de quartier par an, ça fait quand même, on a avancé on a fait beaucoup de choses, et très honnêtement, on est arrivé au bout. Les conseillers et les derniers conseils de quartier, en effet, ce n'était que de l'information sur le tri sélectif, sur plein de choses, parce que les habitants en fait nous disaient qu'il n'y avait plus de projet à mener. Donc c'est pour ça qu'on a changé sur une autre forme de participation. Et puis il y a aussi une volonté, une idée de pédagogie derrière cela. C'est parce que ça permet d'expliquer aux habitants un certain nombre de choses, comme le budget participatif permet d'expliquer un peu comment fonctionne un budget municipal. Donc on est parti sur les conseils consultatifs albigeois, donc des conseillers, mais à partir de thématiques et non plus de quartiers, parce qu'on était, et j'ose le dire, un peu à bout de souffle sur les projets. Voilà, on avait fait beaucoup de choses, et donc il fallait changer, parce que les gens se lassaient aussi. Il y a ça aussi qui est important. Merci Madame Pujol. Monsieur Tonicello, vous avez la parole. Juste pour préciser que l'enjeu pour nous, c'est pas les boîtes, c'est pas est-ce que c'est le conseil de quartier ou est-ce que c'est le budget participatif. L'enjeu, c'est d'avoir des dispositifs de participation qui impactent la prise de décision politique, c'est ça. Donc vous avez sans doute raison, le budget participatif pour cette année, c'est ce qui a été choisi, mais on peut envisager d'autres dispositifs où il y a vraiment
une co-construction des habitants qui a un impact, parce que ce qui décourage aussi la participation parfois dans les conseils de quartier, c'est aussi la question de l'impact réel sur la prise de décision. Donc si en effet on est à l'échelle d'un quartier au bout de ce qu'on peut faire, ben peut-être que ça signifie qu'en réalité, ce qu'attendent les habitants, c'est des instances de co-construction, de participation citoyenne sur les grands projets, sur les projets structurants, et que ça ait un impact vraiment sur les décisions importantes qui sont prises par la ville. Voilà, c'est tout. Mais après, je vous dirais qu'on va se concentrer l'année prochaine sur les conseillers consultatifs albigeois et il y aura un peu de co-construction. On n'a pas pu tout mener de front cette année, donc on verra sur 2023 ce que donne le travail en conseil consultatif, puisqu'on va pouvoir augmenter un peu la cadence, si je peux dire.